imprègne une très grande partie des élites en France. Selon François Delormeer, écrivain, personnalité de la finance et de la politique, nous sommes dans un monde à l'envers, un monde individualisé, permissif, de consommation et de jouissance. La dictature des GAFA met en danger les valeurs du bien et du mal. Il s'aperçoit que la France est en train de s'effondrer et une grande partie des élites en France sont imprégnées de la pensée communiste. Bonjour Monsieur François Delormeer. Bonjour Ine. Bienvenue à l'émission Esprit français. Oui, eh bien écoutez, un grand merci. Je suis ravi de participer à cette émission et je vous remercie de m'avoir invité. Et est-ce que tout d'abord vous pouvez vous présenter? Bien sûr. Alors en quelques mots et vraiment les choses essentielles, je m'occupe aujourd'hui, alors sur un plan professionnel, je suis dans le monde de la finance et je m'occupe à titre, j'allais dire, du redressement de la France, de plusieurs structures qui sont Liberté Politique, qui sont une association qui s'occupe de la lutte contre la pornographie, qui s'appelle Stop au porno, une association qui s'occupe d'intervenir sur le plan politique au moment des élections, qui s'appelle France Audace, et puis d'autres structures annexes de moindre importance, donc qui travaillent notamment avec la vie politique, avec le monde politique. D'accord. Et aujourd'hui, notre sujet, le premier sujet, c'est sur l'élection aux États-Unis. Oui. Que pensez-vous du résultat? Alors écoutez, je pense que ce résultat est une véritable catastrophe parce que c'est vrai que nous avions énormément misé sur le renouvellement du mandat de Trump parce que ce président a mis en route toute une série de réformes vraiment fondamentales qui vont complètement à contre-courant de la destruction du monde telle qu'elle est menée par des élites très volontaristes depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Et donc Trump a mis un coup d'arrêt à cette déstructuration du monde par des élites, et notamment dans son pays par le Parti démocrate. Et donc nous voulions absolument qu'il continue le travail pendant 4 ans. Malheureusement, c'est Biden qui va donc être président. Donc la Cour suprême, évidemment, s'est discréditée. Les médias se sont discrédités à un point invraisemblable, puisqu'il n'y a eu vraiment qu'une, j'allais dire, une espèce d'évolution forcenée du monde médiatique dans une direction qui avait été décidée dès le départ, quels qu'en soient, en fait, les faits réels. Donc, les médias ont joué leur rôle, qu'ils jouent d'ailleurs depuis très longtemps, qui est un rôle purement et simplement de déconstruction de l'Occident publiciste. Donc, c'est terriblement inquiétant. Voilà, et je pense que ce que l'on pouvait imaginer si Trump avait fait un autre mandat, c'est qu'il aurait probablement changé en profondeur le mode opératoire du vote pour éviter justement de tels débordements, parce que maintenant qu'on est parti dans un système où la fraude est admise, on ne voit pas pourquoi ça ne continuerait pas finalement. Donc pour l'avenir, et notamment pour 2024, on peut même être très inquiet. Et donc on voit bien que cet état profond finalement, est d'une part est très puissant lui-même et est très lié au monde médiatique. Donc on voit bien qu'il y a eu entre l'état profond et les médias un espèce d'accord pour qu'il y ait une communication commune, en dépit de faits avérés, en dépit de choses extrêmement simples, de choses extrêmement claires. Et donc, ça donne une image tout de même des États-Unis qui est tout de même assez catastrophique, parce que c'est quand même la première puissance du monde, c'est considéré comme le plus grand État démocratique au monde, en termes de puissance, bien sûr. Et on voit que cet État a vacillé complètement pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois même. Ça fait un petit peu froid dans le dos. Et alors, évidemment, les fameux GAFA, c'est une véritable catastrophe. C'est-à-dire qu'on a en fait au sein de la démocratie la plus importante au monde, nous avons en fait des entreprises privées totalement dictatoriales
qui font la pluie et le beau temps, le sommet étant atteint évidemment par la suppression définitive du compte Twitter de Trump, ce qui est du jamais vu, ce qui est une pure aberration. C'est invraisemblable de penser qu'un petit gars, parce que le président de Twitter, c'est un petit gars. C'est pas parce qu'il est très riche que c'est un grand personnage. C'est un petit bonhomme. Il a eu beaucoup de chance. Voilà, il a eu un peu de voilà. Donc, il a créé cette espèce d'empire invraisemblable qui est un des éléments de domination du monde. Et ce petit bonhomme qui sort de rien et qui n'a aucun mandat électif se permet de diriger la communication mondiale du président de la plus grande puissance mondiale. C'est une véritable folie. C'est-à-dire que sur un plan de la simple intelligence pratique, on est dans un système totalement fou. C'est-à-dire c'est une dictature invraisemblable de quelques petits gars. Et je pèse mes mots, ce sont des petits gars. Moi, je suis très content qu'ils aient réussi. Mais entre le président Trump, qui dirige la première puissance du monde, qui peut appuyer sur le bouton nucléaire, qui dirige la plus puissante armée au monde, et ce petit gars de Twitter qui, lui, se contente simplement de gérer des messages mondiaux, il y a un gouffre en termes de responsabilité. Et maintenant, la responsabilité, c'est ce petit gars qui l'a. Ce n'est plus le président. Et ce petit bonhomme dit, le président des États-Unis ne pourra plus communiquer mondialement. Mais qu'est-ce que c'est quoi ? On est dans une dictature totalement, pardonnez mon expression, mais débile. On est au niveau de la stupidité. Voilà. Donc, je trouve ça terriblement inquiétant. Et justement, on parlait de Twitter. Est-ce qu'une société privée, elle a le droit de violer la liberté d'expression du président, même du peuple? Là, vous posez une question fondamentale. C'est que c'est une entreprise privée qui doit évidemment se soumettre à la loi, et la liberté d'expression est évidemment au cœur de la Constitution américaine. Voilà. Bon, donc déjà, lorsque Twitter prend des positions anti-liberté, Twitter sort complètement du cadre légal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est est-ce que Twitter maintenant peut être considéré comme une entreprise privée ? Parce qu'à partir du moment où Twitter s'arroge le monopole de dire ce qui est le vrai et le faux, ce qui est le bon et le mauvais, etc., il rentre dans une mission de service public, d'éducation de service public à une échelle mondiale. Donc, on peut se poser la question, est-il bien raisonnable que tout ça soit entre les mains d'un petit bonhomme qui a bien réussi? Moi, ma réponse est catégorique. C'est évidemment non. C'est absolument impossible. C'est absolument insupportable. Et donc, ça remet l'affaire Twitter, pour moi, remet complètement en cause, d'une part, le fonctionnement des règles démocratiques, d'autre part, la notion d'entreprise privée, d'entreprise publique, d'entreprise axée sur notamment tout ce qui est éducation au sens le plus large. Il y a un véritable problème. C'est absolument impossible d'en arriver à un point pareil de dictature, je dirais, notamment des GAFA, donc de quelques bons hommes qui ont décidé de se tenir par les coudes et de faire la loi mondiale sur ce qui est bien et sur ce qui est mal. Sachant que pour eux, ce qui est bien, c'est en gros tout ce qui a fait jusqu'ici la force du monde occidental, et ce qui est mal, pour eux, c'est justement ce monde occidental qu'ils exècrent et qu'ils veulent complètement mondialiser, tout simplement pour gagner beaucoup plus d'argent. Voilà. Donc, est-ce que vous pensez justement les big tech, comme ils coopèrent avec les forces de mondialisation pour manipuler la société, est-ce qu'ils vont réussir? Il faut quand même reconnaître que jusqu'ici, ils ont plutôt réussi. Parce que regardez, si on prend le cas de la France, par exemple, le journal Le Figaro, qui est un journal qui se dit conservateur. Pour moi, il ne l'est pas. C'est un journal qui est beaucoup plus... qui a un logiciel de gauche beaucoup plus qu'un logiciel de droite. D'ailleurs, les journalistes du Figaro votent majoritairement à gauche.
Donc, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Mais le Figaro a fait un sondage il y a quelques jours en disant faut-il que Trump continue sa vie politique ou faut-il qu'il arrête? Je crois que 80% des lecteurs du Figaro, journal dit de droite, ont dit qu'il fallait qu'il arrête. Donc, pour ce qui est une espèce de droite molle, conservatrice, mais d'un conservatisme mou, Trump, en réalité, n'est pas fréquentable. Et quand vous en discutez avec des élites de droite, ah mais Trump est absolument infréquentable. Les gens ne comprennent même pas qu'on défende Trump, sans aucun raisonnement précis, sans aucun, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Mais ils ont décidé que Trump était infréquentable, tout simplement parce que les grands médias dans le monde entier ont, depuis maintenant 5-6 ans, puisque Trump a commencé sa campagne il y a 5-6 ans à peu près, eh bien, ils ont été complètement lessivés, leur cerveau a été lessivé, ils n'ont plus la capacité de réflexion normale que n'importe quelle personne doit avoir. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire que le combat semble perdu, apparemment. Mais aujourd'hui, je considère, j'aimerais bien me tromper, que, grosso modo, les GAFA et tout le système médiatique mondial a bien réussi le lavage de cerveau d'une grande partie de la population mondiale et en tous les cas d'un nombre d'élites mais incommensurable. Les élites sont complètement lessivées, complètement. Regardez, si on prend un seul exemple qui n'est plus les États-Unis, le Brexit par exemple. Le Brexit, je me souviens de discussions avec des gens de très haut niveau il y a 2, 3, 4 ans, et quand je défendais le Brexit, ils tournaient les talons. Ils tournaient les talons en disant « Mais est-ce que vous vous rendez compte que le Brexit va tuer l'Angleterre? C'est la fin de l'Angleterre, c'est la mort de l'Angleterre, l'Angleterre n'existera plus. » Et alors maintenant, ils disent « Ah ben tiens, il semble s'en sortir. » Mais il suffisait simplement, il y a 3 ans, de réfléchir pas plus de 10 minutes pour savoir qu'il s'en sortirait très bien. Mais le lessivage des grands médias fait qu'on ne réfléchit plus à n'importe quel niveau. Et en France, les élites ne réfléchissent absolument plus et d'ailleurs n'ont aucune culture. Donc, le manque de culture et le manque de réflexion, ça donne l'état de déliquescence des élites actuelles, notamment en France. Et Trump, il veut restaurer la tradition et aussi les valeurs conservatrices. Et par contre, les démocrates, ils font le contraire. C'est-à-dire, par exemple, ils proposent de supprimer tous les mots qui lient de sexe, comme aussi des valeurs familiales, comme mère, père, frère et sœur. Et quelle est votre opinion sur ça? Mais les démocrates ont un objectif explicite, clairement dit. Donc ça, il suffit de se reporter à ce qu'ils racontent. C'est ça qui est bien, c'est qu'au moins ils disent les choses à peu près clairement. C'est qu'il faut détruire toutes les racines traditionnelles qui ont fait notamment la grandeur du monde occidental. Voilà, c'est donc leur objectif, clairement exprimé, clairement indiqué. Donc effectivement, ça doit passer d'abord par la destruction de la famille, puisque la famille, c'est la cellule de base de la société, comme on a l'habitude de le dire, ce qui est absolument vrai, puisque c'est par la famille que les enfants sont d'abord éduqués. Et donc, le premier objectif, détruire la famille, c'est fait. On peut dire que la famille est totalement déstructurée aujourd'hui dans les pays occidentaux et avec, j'allais dire, le coup de boutoir final qui a été le mariage homosexuel, qui est tout sauf un mariage en fait, puisque c'est impossible d'unir 2 personnes du même sexe pour avoir une procréation, mais laquelle? Pour élever quelle famille? Donc, à partir du moment où on légalise un mariage homosexuel, ça veut dire que la famille n'existe plus, puisque toute la notion de famille telle qu'elle était évoquée justement dans un cadre traditionnel, consistait à créer une unité stable pour élever des enfants et pour que ces enfants puissent apporter le meilleur d'eux-mêmes à la société. Maintenant, c'est plus ça. Donc maintenant, toutes les familles se valent. Et bien maintenant, l'éducation nationale, dans la plupart des pays occidentaux développés, développe effectivement un enseignement de destruction complet de la famille, de la personne, de la sexualité, de toutes les valeurs traditionnelles, pour arriver finalement à une espèce d'individu isolé qui mènera une vie de jouissance, parce que c'est ça en fait le but de l'opération, et qui sera un consommateur mondialisé
et qui donc notamment achètera tous les produits du monde au profit de ces immenses groupes qui effectivement, eux, s'enrichissent à une vitesse accélérée. Donc c'est ça le plan des démocrates. Et quand on voit cette folie de ce qu'on appelle le Grand Reset, qui est une véritable folie complète, c'est une philosophie de la mort, enfin c'est absolument effrayant, on voit bien qu'on est en train de détruire purement et simplement le monde tel qu'il est, le monde tel qu'il était, avec tout ce socle de tradition qui permettait effectivement le meilleur épanouissement pour arriver à un monde complètement individualisé, un monde permissif, un monde de consommation et de jouissance. Voilà le projet du XXIe siècle, et notamment c'est celui des démocrates. Je trouve tout de même que ça n'est pas très brillant. En fait, vous êtes conservateur. Concrètement, qu'est-ce qu'un conservateur? Conservateur, c'est quelqu'un qui se place dans un système traditionnel, c'est-à-dire, si vous voulez, un conservateur, que pense un conservateur? C'est que le monde évolue en s'enrichissant au gré des siècles par toute une série d'éléments. Et le conservateur, en fait, que fait-il? C'est de garder les meilleurs éléments, même s'ils datent d'il y a 4000 ans, et d'intégrer les nouveaux éléments, mais uniquement ceux qui sont pour l'épanouissement de la personne, pour le bien commun, pour le bien de la personne et de la société. Et ça, aujourd'hui, les libéraux ou les gens de gauche, par exemple les démocrates, veulent faire table rase totalement du passé. C'est-à-dire que le monde a commencé à exister, grosso modo, depuis quelques dizaines d'années, depuis le début de l'ère scientifique, peut-être le 19e pour certains. Mais en tous les cas, certainement pas avant la Révolution française, où là, le monde était plongé dans une espèce de lumière sombre, avec énormément d'interdits, avec énormément de barrières, avec énormément d'entraves à la liberté des individus. Donc, il fallait faire table rase de tout ça et repartir sur un monde matérialiste, prouvé, scientifique. Et donc, faire table rase du passé, parce qu'effectivement, il est sûr que lorsque les Normands ont envahi l'Angleterre, ils n'avaient pas la bombe atomique, ça c'est sûr. Donc, en gros, si vous voulez, tout ce qui était passé n'intéresse plus. Ce qui compte aujourd'hui, c'est le monde moderne, le monde actuel, le reste ne compte pas. Et j'allais dire, ce qui sous-entend tout ça, c'est que le monde traditionnel entravait profondément la liberté. Et or, si on examine, je dirais philosophiquement les choses, les entraves à la liberté réelle aujourd'hui sont infiniment plus grandes que les entraves à la liberté il y a 3 ou 4 siècles. En réalité, aujourd'hui, regardez d'ailleurs ce que disent un certain nombre de philosophes, mais qui ne font pas des liens très très précis, mais aujourd'hui, on dit très couramment, aujourd'hui, pour une personne moyenne, c'est métro, boulot, dodo. Bon, le métro, le boulot et le dodo. Voilà. Alors ça, si c'est de la liberté, il faudra qu'on m'explique quand même. Et tout ça est considéré finalement comme quelque chose d'assez normal, si vous voulez. Alors maintenant, on rajouterait métro, boulot, loisir et dodo, ou jouissance et dodo. Bon, voilà en gros l'espèce de panier dans lequel on veut enfermer l'individu. C'est absolument tragique. C'est absolument tragique. En fait, on est en train d'esclavager aujourd'hui une grande partie du monde, et c'est en faisant effectivement de l'individu un consommateur-producteur. Donc il produit dans la journée et il consomme librement le soir. Et il consomme quoi? Il consomme des films stupides, de la pornographie à haute dose, des bouquins qui n'ont aucun sens, des activités, rien qui élève, on peut dire rien qui élève un petit peu l'esprit, le cœur de l'individu, de la personne, pour en faire une personne complète. Et est-ce que vous pensez que ça, il y a une liaison
avec influence du pensée communiste qui est basée sur matérialiste. Oui, alors la liaison est tout à fait évidente. D'abord, le grand basculement philosophique s'est fait au moment de la Révolution française, qui a eu en fait une incidence mondiale. Et la Révolution française a été le point d'entrée de la destruction du monde. Marx, avant de parler des régimes communistes qui se sont installés, Marx, au XIXe siècle, s'est complètement appuyé sur la Révolution française. Il a étudié la Révolution française, il a étudié les différentes révolutions en France au XIXe siècle, et il a beaucoup réfléchi, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, et il a donné le mode opératoire qui a abouti finalement à l'instauration des régimes communistes. Et donc, les régimes communistes sont en pure filiation avec la Révolution française, avec la destruction de ces sociétés riches de leurs traditions telles qu'elles existaient, la fin de la religion évidemment, et l'autoritarisme de l'État, la violence de l'État, la fin de la personne, la création de l'individu au service de l'État exclusivement. Et donc, les régimes communistes se sont bâtis là-dessus. Et il faut reconnaître qu'ils ont si on prend l'URSS, ça a tenu quand même pendant 70 ans un régime absolument épouvantable. Et aujourd'hui, le régime communiste chinois est dans les mêmes règles, j'allais dire, philosophiques, intellectuelles, économiques, sociales. En fait, le président Trump, il est anti-parti communiste chinois. Et il a même averti tout le monde, même l'Europe, justement pour faire attention. Mais quelle est votre vision sur Chine communiste et aussi son influence en France? Mais la Chine communiste pose un énorme problème parce que on est dans un régime mondial totalement déséquilibré, en fait. Nous avons une puissance qui prend une importance considérable, qui est donc la Chine communiste, qui a des règles qui permettent à la nation de faire des choses que jamais les démocraties ne pourront faire parce qu'elles sont empêtrées dans des règles démocratiques qui les paralysent pour partie. Donc il y a une inégalité extraordinaire entre un pôle très puissant qui se développe d'année en année de façon exponentielle, qui est utilisé d'ailleurs par le monde occidental et qui utilise le monde occidental pour que son développement se poursuive à vive allure. Et en face de ça, il y a un monde occidental en pleine décrépitude qui ne sait absolument pas où il habite, qui du coup prend des positions contradictoires, des positions quelquefois insensées. Par exemple, je vous citerai l'exemple très connu de Monsieur Lamy, le Français, qui a été le président de l'Organisation mondiale du commerce, qui a été un personnage absolument diabolique, si vous voulez, et c'est un Français, qui a par exemple négocié avec la Chine quasiment l'annulation des droits de douane. Ce qui est une folie totale. Parce que quand ça a été fait, en gros, le salaire d'un ouvrier chinois était 20 fois inférieur au salaire d'un ouvrier français. À partir du moment où ces accords de l'OMC ont été signés, la Chine a pu exporter vers l'Occident et notamment vers la France tous ses produits. Ça a complètement tué l'industrie française. L'industrie française, c'était à peu près le quart de la production intérieure brute il y a 25-30 ans. Aujourd'hui, c'est 11%. Et au train où vont les choses, dans 10-20 ans, nous n'aurons plus d'industrie du tout. Il n'y aura plus que des produits made in China. Donc, Dominique Strauss-Kahn était ministre des Finances et un jour à la radio, j'étais dans ma voiture dans Paris, j'étais dans un bouchon, je m'en souviendrai encore toute ma vie, et j'entends Strauss-Kahn, ministre des Finances de la France, dire « Ah, mais avec la Chine, c'est formidable parce que nous en arrivons à une répartition. Eux seront les gens qui feront la production des produits et nous aurons l'intelligence de la conception. » D'abord, c'était effroyablement méprisant vis-à-vis des Chinois qui sont aussi intelligents que les Français. Et deuxièmement, c'était d'une stupidité de dire ça. C'est-à-dire qu'ils disaient carrément, voilà, maintenant l'industrie, ce sera en Chine, pour le compte des Français.
Alors là, évidemment, quand on a des ministres des Finances comme ça, on se dit que les élites, quand même, en France, ont un véritable problème. Et en fait, entre l'Europe et la Chine, ils viennent de conclure un accord d'investissement. Justement, d'après vous, en fait, les dirigeants européens sont pas naïfs vis-à-vis des promesses de la Chine. Je pense je crois qu'ils sont naïfs en partie. Je crois que les dirigeants européens ont une forme de naïveté parce qu'ils ont un véritable problème de connaissance de la réalité. Regardez aujourd'hui ce que disent les élites européennes, françaises bien sûr, mais européennes aussi, sur l'endettement de l'Europe. Bon. La dette de l'Europe, c'est une véritable catastrophe. C'est une évidence. Enfin, n'importe quel adolescent qui fait 3 heures d'économie comprendrait qu'on est à des niveaux insupportables de dette. Les dirigeants, de façon, je pense, naïve, parce qu'ils ne savent même plus où ils habitent, ils ne réfléchissent plus, ils n'ont aucune culture, disent non, c'est pas très très grave, on s'en remettra, on s'en sortira. Alors comment? Ils ne savent pas du tout. Mais vous voyez, je crois qu'il y a quand même une naïveté très coupable, parce que quand on est au poste de commande de l'Europe ou des nations qui composent l'Europe, on doit quand même avoir une véritable intelligence, une compréhension mondiale des problèmes. Ils n'ont aucune. Et je reviens à la Chine. La Chine raisonne exactement à l'envers de ça. La Chine, on le voit bien, la Chine a un plan à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, mène méthodiquement son plan et arrive en fait à faire exactement ce qu'elle veut. Alors c'est vrai que c'est plus facile dans un régime autoritaire, bien sûr, mais il est consternant de voir qu'en Europe, on n'a aucune idée je dirais même du petit moyen terme. Non, on raisonne à l'année, on raisonne au mois, et puis on voit ce qui se passe l'année suivante. Et puis tout continue à se dégrader, on verra ce qui se passe l'année suivante, et puis tout continue à se dégrader, et on est vraiment dans cette logique. Et ça, c'est terrible, parce que du coup, quand allons-nous sortir de ce cercle vicieux infernal? C'est ça le problème. Justement, en fait, la nature du communisme est de séduire les personnes avec l'intérêt, et après les contrôler avec le pouvoir, et les tromper avec les mensonges. Est-ce que vous pensez justement la France et l'Europe en train de tomber dans les pièges? Oui, je pense que c'est exactement ça. Alors, vous terminez par le mensonge. Le mensonge, aujourd'hui, est une arme d'État. Le mensonge, c'est le logiciel par lequel les gouvernants, depuis, je dirais, presque 50 ans, gouvernent la France en particulier, l'Europe, mais de toutes les façons, l'ensemble des pays occidentaux. Le mensonge est devenu une institution d'État. Regardez comment s'est créée l'Europe. Si on regarde la création de l'Europe, elle s'est basée sur une série de mensonges assumés, parce que maintenant les archives sortent. Et donc, par exemple, Monet, qui est un des créateurs de l'Europe, dans les années 50, et maintenant on le sait parce que les archives sortent, les écrits ressortent et on peut les analyser. Monet disait, pour que l'Europe puisse se faire, il faudra systématiquement que les élites prennent des décisions et mentent systématiquement sur les conséquences de ces décisions, sinon les peuples n'accepteront jamais ce genre de décision. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, l'Europe s'est bâtie sur des mensonges répétitifs qui conduisent où nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une Europe qui part complètement à volo, qui est immaîtrisable, qui est irredressable. Aujourd'hui, vraiment tous les gens qui se penchent sérieusement sur la question le savent. Donc, on est sur une logique de mensonge. Cette logique de mensonge perturbe complètement, évidemment, tous les régimes démocratiques, parce que les élections se font sur le mensonge, se font sur le non-dit. Regardez le référendum sur la Constitution européenne. Et quand on lit ce qui était dit par ceux qui étaient pour la Constitution européenne, c'est tout à fait extraordinaire. Ce qu'ils ont dit
s'est traduit par des faits exactement inverses dès les années suivantes. Il n'a pas fallu attendre 30 ans. Non, dès les années suivantes. La création de l'euro, moi j'étais totalement opposé à la création de l'euro. Je savais parfaitement en tant qu'économiste ce qu'allait produire l'euro. C'était une évidence non négociable. Bon, on parlait par exemple, je vous donnerai un seul exemple. On disait, si l'on met en place l'euro, les déficits globaux de la zone euro vont exploser dès l'année suivante. C'est exactement ce qui s'est passé. 3 ans avant la mise en place de l'euro, tous les ministres des Finances disaient, à partir du moment où l'euro sera mis en place, les déficits ne pourront plus avoir lieu parce qu'il y aura des règles pour les contenir, etc. On voit où on en est aujourd'hui. Mais ça n'a pas été long. Ça s'est traduit dès la mise en place de l'euro. On est dans le pilotage à vue, on est dans l'impression, on est dans l'émotion, on est dans une espèce de perturbation complète des intelligences. Et ce sont ces gens-là qui nous dirigent. Donc, il y aura du boulot quand même pour se redresser. Et du coup, en France, est-ce que justement cette influence communiste elle est très importante? Ah oui, parce que pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, les communistes qui étaient avant la guerre, qui étaient assez marginalisés en fait, ont pris une place considérable en investissant le monde de la résistance. On pourrait d'ailleurs discuter sur la résistance communiste, mais ça c'est un autre débat, on ne va pas l'ouvrir aujourd'hui. Au sortir de la guerre, ils étaient surpuissants. En plus de ça, Staline était considéré comme celui qui avait le grand créateur de la victoire contre les Allemands. Donc le Parti communiste était auréolé, si vous voulez, d'une espèce de gloire. Grâce aux communistes, on avait vaincu le monstre nazi. Bon. Donc, pendant plusieurs années, les communistes ont eu énormément de possibilités de s'implanter dans l'État, dans les administrations, dans les régions françaises, dans les municipalités, dans les syndicats. Et on peut dire que depuis ce temps-là, en réalité, ils n'en sont jamais vraiment sortis. Donc la pensée marxiste, qui va jusqu'au communisme, imprègne une très grande partie des élites en France. Et même si ça s'est amolli, amoindri, transformé, si vous voulez, le marxisme, le communisme, c'est dans le logiciel de la pensée française. L'éducation nationale est extrêmement communisante et on pourrait multiplier les exemples. Donc, les grandes écoles de formation des élites politiques, que ce soit l'ENA, Sciences Po ou d'autres, sont complètement investies par des gens extrêmement communisants. Voilà. Alors, je sais pas, j'emploie un mot volontairement communisant et non pas communiste, mais en fait, ils sont très proches, en réalité. Et on voit d'ailleurs que, dans certains cas, certains d'entre eux n'hésitent pas à dire, il faudrait, en gros, on emprisonnerait tout le monde de la résistance en France aujourd'hui, ce serait pas si mal. Parce que ce sont des gens qui vont au bout de leurs idées. Hein. Eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Un petit coup de dictature, un petit coup d'emprisonnement des élites qui sont contraires à cette espèce de vague déconstructrice, pourquoi pas? Voilà. Donc c'est pas très rassurant tout de même. Et quels sont les dangers réels qu'on voit déjà dans la société actuelle en France? C'est-à-dire le danger du communisme, il a déjà des reflets concrets dans la société. Oui, si vous voulez, pour moi, le plus grand danger, ce serait que le communisme bascule, par exemple, vers l'écologisme. L'écologie aujourd'hui, l'antiracisme aujourd'hui, ce sont franchement des filles ou des fils du communisme. On voit qu'il y a une liaison entre ce système totalitaire communiste et ce qui se crée aujourd'hui, les ligues antiracistes, donc tout ce qui est écologiquement correct, etc. C'est une dictature qu'ils nous préparent, qui est une véritable évidence. C'est-à-dire que leur rêve, ce serait qu'on soit tous enfermés dans des petits immeubles collectifs, surtout pas de maisons individuelles, qu'on sorte le moins possible parce que sinon on va prendre notre voiture, on va polluer, qu'on ceci, que cela, qu'on produise le moins possible de choses de... Vous voyez, vous connaissez ça par cœur, ils sont pour une diminution drastique de la production, ils sont pour ceci, pour cela. En clair,
ils sont totalement liberticides. Et en cela, ils se rapprochent quand même du communisme. Donc, vous voyez, il y a des liens extrêmement forts, et en tous les cas, des liens idéologiques, des liens intellectuels, des liens par les personnes, entre ce mouvement communiste ou communisant et ces nouveaux courants qui sont en fait une prolongation du communisme. Je ne sais pas si vous connaissez un livre, ça s'appelle Comment le spectre du communisme dirige le monde. Vous connaissez? Il y a un documentaire, un livre. Comment le spectre du communiste. Non, de qui est-ce ce livre? C'est publié par Epoch Times. Comment le spectre du communisme dirige le monde. Je vais vous citer un passage. Le communisme derrière l'environnementalisme. L'établissement et la consolidation du prétendu consensus sur le changement climatique sont une étape importante dans l'utilisation de l'environnementalisme pour manipuler le public, amplifier le sentiment de désastre et déformer les valeurs humaines. Si l'on va jusqu'au bout, la trajectoire naturelle est l'établissement d'un super gouvernement mondial, c'est-à-dire le communisme. Oui. Ah oui, moi je partage totalement ça. Ça va exactement dans le sens de ce que j'indiquais tout à l'heure. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Et le gros danger, le régime communiste avait pour but finalement d'instituer la dictature du prolétariat. On parlait à des ouvriers, on leur expliquait qu'il y avait une classe dominante bourgeoise qui était une classe oppressante, qu'il fallait donc réduire à néant, et à ce moment-là, le prolétariat prendrait le pouvoir, et donc on aurait le monde parfait tel que l'imaginaient les communistes. Aujourd'hui, en réalité, c'est plus subtil parce qu'on est dans un monde un petit peu plus connecté, un petit peu plus subtil, mais sur le fond, c'est exactement ça. Le but, tel que vous lisez cette formulation qui est très juste, c'est de dire, par l'écologie, effectivement, on va expliquer à la personne normale, que finalement, il faut absolument protéger l'environnement, donc il faut absolument d'abord prendre le pouvoir, il faut mettre des barrières, le maximum de barrières pour éviter justement que l'environnement se dégrade, que finalement, dans 50 ans, il ne fasse pas 45 degrés à l'ombre au Groenland. Et ça marche très bien, ça, parce que effectivement, les gens, on donne des chiffres qui sont complètement faux, évidemment, et les gens ont très peur, et donc par la peur liée notamment au mensonge, effectivement, on arrive à créer un système où les gens commencent à se dire, oui, effectivement, le producteur de ceci, le consommateur, la personne riche qui fait des voyages en avion, mais ce sont des gens à abattre, parce que c'est à cause d'eux qu'il va faire 40 degrés ou 50 degrés à l'ombre au Groenland dans 50 ans. Et on rentre dans une violence d'abord intellectuelle, et puis qui ensuite est peut-être tout à fait pratique. Il y a des écologistes qui disent que nous sommes 7,5 milliards aujourd'hui, il faudrait qu'on soit 3 milliards dans 30 ans ou 40 ans. Alors, comment est-ce qu'on passe de 7,5 à 3 si ce n'est pas par une suppression massive de la population? Donc, moi, je suis très frappé par les jeunes générations qui sont complètement écolâtres, si vous voulez. L'écologie devient une espèce de religion. On commence à être pris à partie. Vous utilisez cette petite serviette en papier, mais c'est honteux parce que si vous l'utilisez tous les jours, vous devriez utiliser une petite éponge parce que vous la laveriez. On entend tout le temps des réflexions sur notre vie quotidienne. On commence déjà, ça y est, à nous dresser l'espèce d'autoroute dans laquelle on doit être. Sinon, ça se terminera mal pour vous, mon vieux. Hein. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on nous raconte. Donc, je partage complètement et ce que vous avez lu tout à l'heure, et je pense que c'est là où on voit que, par exemple, l'écologie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui par les écolos les plus, les plus durs, les plus idéologues, on est vraiment dans la filiation complète de l'idéologie communiste, je crois, vraiment. En fait, Huawei va installer sa première usine 5G hors Chine, en France. Et sachant que Huawei
il est quand même rejeté par proprement dans le monde entier. Par le danger espionnage ou sécurité du pays. Et pourquoi la France a accepté Huawei? Ça, ce sont les mystères des décisions prises par les hauts fonctionnaires. On peut tout imaginer. On peut tout imaginer. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la France est une terre complètement ouverte à tout vent. Et donc, il n'y a plus aucune, si vous voulez, derrière les décisions qui sont prises, il n'y a aucune déontologie, aucune façon de raisonner en se disant on respecte des règles bien établies, on essaye de faire en sorte que le bien commun soit toujours préservé. Là, non, c'est une France ouverte à tout vent. On vend des groupes industriels qui marchent bien, on ne sait pas du tout pourquoi. On permet des implantations qui sont effectivement très surprenantes, on ne sait pas très bien pourquoi. En réalité, moi, mon sentiment, si vous voulez, c'est que la France est tellement aux abois en ce moment que la moindre implantation permettant qu'il y ait un peu d'embauche et puis permettant aussi que, dans le fond, quand une entreprise s'installe, ce sont forcément de la fiscalité qui tombe, c'est tout un environnement local qui s'enrichit. Je pense que tout est bon à prendre et, à mon avis, les dirigeants, dès qu'il y a quelque chose à prendre, ils s'accrochent à ça, si vous voulez, comme un noyé à une bouée. Il n'y a, je crois, aucune vraie réflexion intelligente, rien, si vous voulez, rien. C'est simplement des petits morceaux comme ça qui paraissent positifs, pas d'analyse globale. Et donc, on voit bien que des fleurons français s'en vont à l'étranger sans aucune raison. Il n'y a aucune raison. Et voilà. Et donc, cette implantation, elle est, à mon avis, liée au fait que, ça permet de voir qu'il y aura un petit peu d'emplois, de taxes professionnelles, de bâtiments qui vont être construits. Ça va enrichir un petit peu le local. Très bien. Et bon, on dit oui. Vous voyez, je crois que c'est ça. Malheureusement, on en est là. On en est là. Je me souviens, vous avez écrit un livre il y a 5 ans. C'est quoi? C'est comment échapper à la mort de la France? Oui, exactement. Et alors, 5 ans après, quelle est votre observation et votre avis du coup sur la situation en France? Si vous voulez, ce livre, je l'avais écrit pour préparer l'élection 2017. Et j'avais été voir les candidats à l'élection présidentielle de 2017 en leur proposant 20 mesures qui figuraient d'ailleurs dans ce livre. Et Macron, par exemple, était le plus mal noté. C'est-à-dire qu'on notait, il y avait 20 mesures, donc on notait sur 20, si vous voulez, et le candidat Macron, sur les 20 mesures, il en refusait 17. Et donc, il avait 3 sur 20. Et aujourd'hui, je constate qu'il a bien mérité sa note. On voit bien que la France, sur tous les plans, que ce soit sur l'effondrement de la vie politique, sur l'effondrement économique, sur une vie sociale qui est disloquée, complètement disloquée, une vie culturelle qui s'écroule, on peut dire presque de mois en mois. C'est absolument terrifiant, si vous voulez. On s'aperçoit que sur tous les plans, la France, véritablement, s'écroule. Donc, nous espérions qu'avec 2017 et des mesures vraiment fortes, la France pourrait échapper à la mort. Ça n'a pas été le cas. Est-ce qu'elle pourra échapper à la mort en 2022 ? En tous les cas, on a vraiment l'impression, et nous sommes nombreux à le penser aujourd'hui, que les possibilités de redressement au train où vont les choses s'amenuisent d'année en année. Et donc, nous sommes quand même très nombreux à être très inquiets pour l'avenir. Est-ce que vous avez un sentiment qu'on vivait dans un monde à l'envers, des fois? Complètement. J'avais une réunion hier. J'ai d'ailleurs été assez étonné parce que c'était une réunion avec des gens qui, justement, sont plutôt dans le système, si vous voulez. Et là, je me suis dit quand même, les gens évoluent un peu parce que c'était ce que j'ai entendu hier beaucoup. De toutes les façons, on est complètement à l'envers de ce qu'il faut faire. C'est le mot, c'est vraiment ça. On est à l'envers. Et c'est tellement
maintenant, c'est tellement caricatural, c'est tellement évident que voilà, les gens commencent à dire, ben oui, là, effectivement, on marche à l'envers. Donc, le problème, c'est que qui aujourd'hui, si on fait un sondage sur 100 Français, un sondage IFOP ou SOFRES, qui aujourd'hui va dire on marche complètement à l'envers? Je pense que globalement, il y a quand même une vraie soumission aux élites qui détruisent la France, mais bon, bah oui, bah écoute, c'est pas si grave que ça. C'est pas, vous voyez, on entend beaucoup ça aussi. Donc j'ai l'impression qu'aujourd'hui les mentalités commencent à évoluer, mais c'est très lent, c'est très lent, c'est très lent. Et est-ce qu'on a le temps d'attendre? Est-ce qu'on a le temps d'attendre? Voilà, c'est la vraie question qu'on se pose. Aujourd'hui, je pense qu'on n'a plus du tout le temps devant nous. Il faut vraiment aujourd'hui prendre des mesures qui seront sûrement très douloureuses. Les Français ont voulu qu'on en soit là. Hein, ce sont les Français qui ont fait les élections depuis 50 ans. Donc, si on en est là, c'est à cause des Français. Ben, il faudra peut-être que les Français acceptent un jour qu'il y ait une véritable souffrance liée au redressement, parce qu'il faudra des mesures sûrement assez difficiles, mais nécessaires. Sinon, la France disparaîtra purement simplement. C'est tout. Elle sortira de l'histoire. Ou appartenez à une famille religieuse ancienne. Vous êtes croyant? Ah, tout à fait. Je suis très croyant. Heureusement, je me réjouis tous les jours d'être croyant. Et oui. Je suis un catholique pratiquant. Et ça, je peux vous dire que ça m'aide énormément dans toutes les activités que je fais. Parce que très honnêtement, si je n'avais pas, si je n'étais pas profondément croyant, je crois que je tomberais un peu dans la désespérance. Mais en tant que croyant, on ne peut pas tomber dans la désespérance parce que finalement, la vie éternelle, c'est quand même un beau projet. Et donc, c'est ça qui aussi, personnellement, me porte énormément. Donc, j'essaye, quotidiennement d'apporter ma petite action au service du bien commun. Et ma toile de fond, c'est vrai, c'est une foi profonde qui me guide et m'anime énormément. Ça, c'est sûr. Avec un tel résultat des élections aux États-Unis, oui. Est-ce que vous vous inquiétez pour les personnes qui ont prié pour Trump pour qu'il gagne et maintenant, peut-être, ils ne croient plus rien? Oui, alors ça, là, vous posez une question fondamentale et je vous remercie de la poser parce qu'il y a peu de journalistes qui posent ce genre de questions. C'est vrai qu'il y a eu, pour Trump, on peut dire mondialement, un grand souffle de prière pour qu'il soit élu. Il y a eu dans le monde entier, il y a eu vraiment une mobilisation de prière pour Trump. Il n'a pas été élu. Donc, effectivement, c'est décevant. D'autant plus que dans un meeting, vous avez dû suivre ça, c'était il y a, je crois, 3 mois ou 4 mois, dans un grand meeting où il y avait une foule absolument considérable. Trump, tout d'un coup, et là on voyait qu'il improvisait d'ailleurs, a dit tout d'un coup « My boss is Jesus Christ ». Et il a montré le ciel en disant « My boss is Jesus Christ ». Et ça a été très émouvant parce que de voir l'homme le plus puissant du monde dire que son patron, c'était Jésus-Christ, c'était unique. Moi, j'ai dit à mes enfants, vous ne verrez plus jamais ça dans le siècle. Jamais, nulle part. C'est unique. Vous venez de vivre une scène que vous ne reverrez plus. Parce que c'était incroyable qu'il dise ça comme ça. Et puis, il le dit spontanément, avec un grand sourire, et puis il en rajoute ensuite. Bon, c'est tout à fait extraordinaire. Donc, c'est vrai qu'il a été, il y a des cardinaux qui lui ont écrit en disant Monsieur le Président, nous prions tous les jours pour votre élection, etc. Donc, effectivement, il y a eu un fort mouvement des chrétiens du monde entier pour qu'il soit réélu, parce que effectivement, il défend les valeurs de la vie, il défend les valeurs traditionnelles, etc. Et puis, patatras, c'est Biden qui l'emporte. Alors là, si vous voulez, je ne sais pas comment vont réagir les chrétiens du monde entier. Moi, évidemment, j'ai été déçu en tant que catholique pratiquant, en me disant, on a beaucoup imploré le ciel, mais je pense que le ciel, c'est ce qu'il faut faire. Et si Trump a été battu, ça n'est pas à nous de décider que Dieu a eu raison ou a eu tort, que ça se passe de telle ou telle façon. Je pense que les puissances du ciel décident. Nous sommes des petites personnes qui essayons d'agir.
Et donc, il ne faut pas essayer de comprendre. Moi, c'est ce que j'essaye d'ailleurs, c'est ce que j'explique à mon entourage, d'ailleurs. Je leur ai dit, n'essayez pas de comprendre ce qui s'est passé. Vous avez mis cette élection dans les mains du ciel, les élections ont eu lieu, Biden l'a emporté, vous avez fait votre travail. Maintenant, il faut à vous de prier pour qu'il se représente en 2024 et qu'il soit élu, ou pour que quelqu'un d'autre reprenne le même flambeau, etc. Donc, sur le coup, personnellement, j'ai eu un choc, mais finalement, ben voilà, il faut raison garder, il faut être raisonnable. Le ciel sait ce qu'il faut faire beaucoup mieux que nous. Donc, si Trump a été battu, il y avait sûrement de bonnes raisons pour cela, et c'est peut-être quelque chose qu'on comprendra dans 10 ans, qu'on ne comprendra pas aujourd'hui. Mm-hmm. En fait, justement, à travers cette élection, on a tout vu. On a vu la trahison, le mensonge, la censure, la manipulation. Et chacun a révélé son vrai visage. Est-ce que vous pensez que c'est une épreuve pour nous tous? Et bientôt, peut-être, il y aura un grand jugement, comme qui est écrit dans la Bible. Oui, mais vous avez parfaitement raison. Vous projetez sur le moyen terme ou le long terme toute une série de faits qu'on a du mal à analyser aujourd'hui parce que on est encore un petit peu dans l'émotion, parce que voilà, il s'est passé tellement de choses depuis 3 mois, ça a été très haletant, c'est vrai, on était à la fois angoissé, anxieux, puis content et puis mécontent, donc on a eu effectivement beaucoup de chocs émotionnels. Donc il faut laisser tout ça reposer, mais ce que vous dites est très très intéressant parce que effectivement, je pense que c'est probablement la première fois qu'à ce point, il y a tous les éléments que vous venez d'indiquer. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il fallait que ce soit excessif pour que les gens prennent conscience. Si ça avait été un petit peu classique, un petit peu, les gens auraient dit oui, très bien, c'est un peu comme toujours. Bon. Alors que là, ça prend des proportions absolument extravagantes. Et d'ailleurs, toutes les plaintes qui ont été déposées à propos de la fraude massive qui a eu lieu, c'est pas du tout terminé. Ça va en fait faire la une de l'actualité pendant des mois et des mois. Il va y avoir des gens attaqués au pénal, il va y avoir des procès, il va y avoir donc des jugements. Sur l'affaire Twitter, que va-t-il se passer? Là, Twitter va être vraiment mis en cause par tous les gens qui réfléchissent un petit peu, etc., etc. Donc, je crois que vous avez tout à fait raison. Le côté excessif de cette élection qu'on peut qualifier de dramatique, parce que finalement, c'est dramatique ce qui s'est passé, eh bien, ça va permettre effectivement de montrer aux gens que ce que disaient toute une série de gens dont nous faisons partie, nous, chez Liberté Politique, depuis des années, ça s'avère quand même relativement exact. Ça nous légitime, si vous voulez. Donc, ça peut donner des fruits tout à fait inattendus. Et moi, je mise énormément là-dessus pour l'avenir, évidemment. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut surtout pas se laisser abattre en disant... J'ai lu des choses de gens qui sont des beaux résistants et qui vraiment se donnent un mal de chien pour le bien commun, qui disaient « on a perdu le combat majeur, maintenant c'est fichu, c'est mort ». Non, pas du tout. Pas du tout. Il faut raisonner comme vous venez de le faire. C'est exactement comme ça. Au contraire, se dire c'est tellement invraisemblable, tellement excessif, tellement effrayant, qu'au contraire, ça va ouvrir encore plus d'intelligence et de cœur qui vont se mettre peut-être à réfléchir encore plus. Donc, je crois qu'il peut y avoir un côté très positif dans ce qui s'est passé. Et avant de conclure notre interview, quel est votre message pour les personnes justement qui sont en train de perdre leur foi ou leur l'espoir, ou pour certaines personnes qui sont très très déçues pour notre société actuelle? Le message d'espoir, c'est que d'abord, je pense que y a 2 choses, si vous voulez. C'est que il ne faut jamais tomber dans la désespérance. Il faut se dire, qu'est-ce que je peux faire demain matin en me levant pour faire mon petit acte de résistance? Parce que si tous les jours on fait un petit acte de résistance,
ben déjà, on se met dans la logique de la résistance. Et ça permet de tenir droit. Alors que si on ne fait rien, on se laisse complètement submerger par la vague. Et finalement, voilà, la vie perd tout son sel, tout son sens. Donc, la première chose à faire, c'est je me pose comme résistant et je résiste tous les jours à ma façon. Et tout le monde peut résister d'une certaine façon. Il y a toujours la possibilité de faire quelque chose. Donc ça, c'est la première, quel que soit son emploi, sa vie familiale, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il y a quand même des signes qui montrent que la déstructuration des esprits, de l'intelligence, de la pensée, est en train aujourd'hui quand même de subir un choc. Je voudrais citer un seul exemple, le vaccin, le fameux vaccin contre le Covid. Aujourd'hui, en France, il n'y a plus que 40% des Français qui voulaient se faire vacciner. C'était 60% il y a quelques semaines. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en dépit d'un matraquage absolument fou sur quelque chose que l'on doit faire, c'est un geste citoyen, sinon on met en péril le monde entier, eh ben, il y a 60% des gens qui disent « pour le moment, c'est pas pour moi ». Donc, on voit bien qu'en ce moment, les mentalités évoluent. Et ça évolue assez vite. Donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, avec tout je dirais, toute cette déstructuration qui prend des proportions inouïes, je crois que les gens commencent à se réveiller. Et donc, c'est pas au moment où les gens commencent à se réveiller qu'il faut tomber dans la désespérance. Au contraire. Voilà. Et je dirais que on pouvait davantage désespérer presque il y a quelques années, si vous voulez. Alors que là, aujourd'hui, on voit qu'il y a un retournement de l'opinion mondiale. Donc, il faut considérer que les carottes ne sont pas cuites et que l'on peut encore faire beaucoup de choses pour redresser la situation. Merci beaucoup, François Delochner. Mais c'est moi qui vous remercie, Nine, pour cette interview. Je vous remercie infiniment. Je suis très flatté.